Bonjour et bienvenue dans Cinéma sans frontières. Aujourd'hui, pour parler d'un film qui est une véritable révélation et qui est d'une poésie très chaleureuse et très humaniste en même temps, eh bien, j'ai un invité, une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, qui est le directeur de l'Institut culturel italien de Strasbourg, Giovanni Grusso. Cher Giovanni, bienvenue. Merci, Merci. merci Farouk, merci pour Mais l'invitation. merci à toi de nous faire le privilège de participer à cette analyse en duo du film de Paola Cortellesi, Il reste encore demain, dont le titre en italien est C'è ancora domani. C'è ancora domani. Voilà, c'est quand même mieux quand c'est Bah. l'original plutôt que la copie chauve et maladroite et non italienne, en termes de prononciation. Alors, si tu es d'accord, je commence par dire deux, trois mots, puis Bien après sûr. je te tendrai la perche. Euh, Moi, je trouve que c'est un film qui est très attachant. Et c'était un film, ce film a été un grand succès en Italie. On dit que c'est 5 millions, mais indépendamment de spectateurs, mais indépendamment du nombre de spectateurs, ce qui est intéressant, c'est le propos. Je dirais de ce film que c'est un conte pour adultes qui est mené de bout en bout du point de vue d'un regard féminin. La femme, en tant qu'objet, victime, souffre-douleur du terrible machisme qui existe et qui progressivement, à l'occasion d'un événement majeur dont je te laisserai le soin de parler, puisqu'on est fin mai-juin 1946 dans l'action du film, eh bien, va prendre conscience de ses possibilités et va faire un premier pas en direction d'une émancipation qui reste toujours à être complétée aujourd'hui, quels que soient les pays, y compris de l'Union européenne, ou les pays encore plus du reste du monde. C'est un film qui, je l'ai dit, est un conte pour adultes parce qu'il ne faut pas chercher une espèce de pression de néo-réaliste, une vraisemblabilité. C'est une photo, une leçon éthique en quelque sorte, sur les raisons pour lesquelles on peut dénoncer le machisme, terrible machisme patriarcal, tel qu'il est à l'usage. Et c'est une femme qui va progressivement sortir, ou en tout cas secouer une partie de ses chaînes. Je vous rassure tout de suite, je rassure les machistes éventuels, que les chaînes du machisme patriarcal ne seront pas entièrement Oui. dissoutes à la fin du film, mais c'est un premier pas, et souvent c'est le premier pas qui est le plus décisif, pour autant qu'on maintienne le rythme et la dynamique par la suite. J'ai dit que c'était un conte parce que, eh bien, par exemple, euh, la réalisatrice, dont c'est le premier film de fiction, elle a une longue carrière d'actrice en Italie. On a peu vu ses films en France, mais elle a tourné avec les frères Taviani, pardon. Elle a tourné avec Cristina Comencini, elle a tourné avec d'autres réalisateurs italiens connus et de talent. Mais là, c'est la première fois qu'on la découvre dans ce film avec une Paola Cortellesi qui est à la fois devant et derrière la caméra, ce qui est quand même un réel exploit. Alors je disais que c'était un conte parce que, par exemple, la violence masculine, patriarcale, conjugale vis-à-vis des femmes, elle est prise pas d'une façon naturaliste, si vous voulez, pas avec un parti pris victimaire, si vous préférez. Par exemple, il y a deux scènes où elle se fait battre par son mari, qui joue très bien d'ailleurs, Oui, absolument. l'acteur qui joue son mari, qui s'appelle Ivano. Non, Ivano, c'est le personnage, oui. Oui. Et L'acteur, c'est Valerio Mastandrea. oui, donc un très bon acteur italien. Ouais. Et c'est filmé parfois au ralenti, comme si c'était une danse, c'est-à-dire le carnaval de la vie quotidienne, de la routine quotidienne des violences familiales, dans un contexte où on voit, au fond, il est tout à fait banal et normal de battre les femmes, où la femme n'a rien à dire, sinon à subir les coups et à courber les chines. D'ailleurs, le film commence par la femme qui dit à son mari dans le lit de la chambre à coucher, qui dit bonjour Ivano, et qui reçoit en récompense une
formidable baffe, et le film, le conte est ainsi lancé. Alors, je voudrais dire aussi que ce film reprend en quelque sorte une situation qu'on avait déjà vue dans une journée particulière de Ettore Scola. Elle a un peu les mêmes habits, sauf qu'on n'est pas au moment de la visite en 1937 de Hitler à Rome, mais on est 9 ans plus tard, en 1946, dans l'Italie de Rome. Alors, on en parlera un peu après, mais je crois que surtout, c'est un dialecte romain qui est utilisé dans le film. Oui, c'est très léger comme langage, mais bien évidemment, disons, l'ambiance romaine, ça se sent quand on écoute les dialogues en italien. Voilà. Et c'est aussi intéressant, je dirais, le fait que ce film a une ambientation historique, comme tu l'as déjà rappelé, c'est-à-dire dans les années, dans l'année 1946, donc à peu près après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Italie sort presque détruite de la guerre et doit se construire pas seulement comme matériellement, comme ville, comme bâtiments qui ont souffert beaucoup les conséquences de destruction, mais aussi comme société, comme État, parce que la destruction n'était pas seulement, disons, matérielle, mais aussi morale, apportée par 20 ans du régime fasciste qui avait croulé l'année avant. C'est intéressant le choix du film historique, mais pas historiographique, c'est-à-dire il n'y a pas cette acribie dans la recherche du détail historique, soit la tasse, la cafetière, les marques, les voitures, etc. C'est seulement, je crois, et c'était un bel choix de Paola Cortellesi, celui de donner un peu l'idée de l'atmosphère, mais pas se perdre dans les petits détails. Oui, dans l'obsession de la justesse historique, voilà. Cela dit, il y a des endroits qui sont très bien. Le film est tourné en noir et blanc, filmé en Ouais, noir et blanc, absolument, ce qui est quand même intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette cour d'immeubles où une partie du film se déroule et où on voit que le personnage incarné par Paola Cortellesi, eh bien, c'est comment dire, figure de la situation de beaucoup d'autres femmes d'ailleurs. Et on voit que on est dans un contexte d'omerta, c'est-à-dire que les femmes acceptent ou sont obligées d'accepter, plus exactement, parce qu'elles sont des souffres-douleurs du machisme patriarcal et violent, les violences conjugales justement. Et quand elles reçoivent des baffes, eh bien on voit comment les femmes qui sont dans la cour de cet immeuble entendent évidemment le bruit que nous n'entendons pas, mais il y a une solidarité, mais une solidarité silencieuse, parce que on voit, et c'est là qu'on voit très bien dans le film, tout le poids terrible de ce machisme patriarcal et toute l'horreur, en quelque sorte, des violences conjugales. Mais là, il y a un parti pris, c'est comme un conte, un peu, je le disais, de dire, on sait qu'il y a la violence, c'est pas la peine d'en rajouter et de faire de façon complaisante. D'ajouter les grandes guignols, disons. Voilà. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, elle va recevoir, on ne verra pas les traces ou les stigmates de la violence, sauf une fois, on voit le nez qui coule, mais tout de suite le filet de sang s'efface dans le mouvement même de son écoulement. Et une autre fois, 2 fois, on verra les ecchymoses après coup, en quelque sorte, les ecchymoses qui sont découvertes par pas un GI, mais un soldat de la police militaire, puisque les Américains sont présents dans Rome en 1946, et la police militaire de l'armée US est bien là, et c'est un soldat noir
Oui, c'est vrai. Donc il y a une espèce de solidarité qui est sous-entendue. D'ailleurs, il fera un geste de solidarité avec elle, qui n'est pas très vraisemblable du point de vue d'un naturalisme, mais qui est tout à fait réel du point de vue d'un conte éducatif Mhm. et éthique, si vous voulez, si tu veux, sur la dénonciation de l'oppression dont les femmes sont les victimes. Oui, ce que je trouve très exceptionnel dans le film de Paola Cortellesi, c'est aussi le fait que euh, en fait, cette idée, cette ambientation historique dont à la fin, l'idée est que dans la société d'ailleurs, disons, la prééminence du sexe masculin a été acceptée comme supérieure. Donc, cette solidarité que tu rappelles dans ton discours était silencieuse parce que l'idée générale, c'était que l'homme dominait dans la famille et dominait dans la société. Et, mais ce que je trouve fondamental comme clé d'interprétation du film de La Cortellesi, c'est aussi que son idée et son récit ne veut pas veut en fait historiciser euh, cette conception de la société, mais aussi nous dire qu'il faut être attentif parce que cette idée de société n'est pas morte, mais en fait encore, on ne peut pas dire peut-être dominant, mais bien sûr, il y aura encore beaucoup de travail pour abattre cette idée disons, de différence, de supériorité de la masculinité et de la société patriarcale. Donc, je crois que le discours de Cortellesi, c'est aussi attention, il faut qu'on sache que le patriarcalisme n'est pas mort. Oui. Et c'est pas seulement un fait historique qu'on rappelle dans les films ambientés il y a 80 ans, mais aussi est très bien présent et vif parmi nous. Très juste, je te remercie pour cette remarque. Je crois que le film montre que, au fond, c'est comme les braises dans un feu de cheminée qui apparaît comme état, mais qui sont toujours vives et qui font que le feu de cheminée, pour peu qu'il y ait un coup de vent ou un coup d'air, peut reprendre à tout moment Absolument. que cette violence patriarcale et ces violences conjugales. Alors, dans le film, ce qui est formidable, c'est que elle montre, elle met en place aussi, la réalisatrice, tout, je dirais, l'environnement psychosocio-affectif, un mari Ouais. qui est violent et fort, mais en réalité qui est un faible. Parce que de toute façon, il a été éduqué comme ça par son papa, qui va mourir dans le film d'ailleurs, Ouais. le beau-père de la réalisatrice, qui incarne un traditionnalisme selon lequel les familles, les foyers familiaux solides, c'est à travers le mariage entre cousins et cousines Ouais. qui se déroule. C'est aussi des enfants qui, au fond, acceptent. C'est un voisinage qui accepte évidemment tout cela. Et il y a la seule euh, solidarité de sororité solidaire, dirais-je. Cette solidarité comme une sœur, alors que c'est pas sa sœur, mais c'est une amie. C'est une vendeuse sur le marché Ouais. de légumes qui est un peu la confidente de. Et on voit aussi que cette femme travaille comme une esclave, pas seulement à la maison, mais en dehors de la maison aussi. Elle fait des piqûres, elle reprise Des parapluies. des parapluies Ouais. en étant moins payée qu'un jeune apprenti, Ouais. parce que c'est une femme et que lui c'est un homme, le jeune apprenti. Elle fait des repassages et sa fille aussi. Mais sa fille, au fond, elle est très déjà conditionnée puisque elle aime son fiancé et elle veut avoir un fiancé plus, pas seulement par amour, mais aussi par volonté quasi sensuelle d'une certaine manière de se conformer aux exigences du conformisme.
Bien, oui, là, je dirais que dans la figure, dans le caractère de la fille, Marcella. Marcella, donc de la nouvelle génération, il y a quand même, euh, disons, le personnage de Marcella est victime de la violence du père parce que à la fin, elle se conforme à la violence du père dans le fait qu'elle n'estime pas la valeur de sa mère, Ouais. ce qui est l'un des clés de la violence familiale et de la violence des maris envers les femmes. C'est-à-dire, je peux te battre parce que je n'estime que tu vales rien. Ouais. Et que toi, elle désapprouve le comportement de sa maman. Ouais, parce elle ne réagit Ouais. pas, apparemment, Ouais. on peut dire, Mais sans gâcher les ça se surprises du rattrape à la film, fin. Oui. voilà, Oui. mais elle ne réagit apparemment, et donc la fille n'estime pas que sa mère a du valeur parce qu'elle ne se défend pas vis-à-vis la violence de son mari. Ouais. Et ce que je dirais, c'est que le petit gamin, donc les frères de Marcel, en fait, je crois qu'ils souffrent la violence du père. Et je crois que aussi, disons, l'entourage de cette famille est plutôt embarrassé par cette violence que qu'approuver cette violence. C'est-à-dire, les gens n'approuvent pas, mais ils disent rien. C'est une Parce que, fatalité qu'il faut subir. voilà, On est, exactement. on est fataliste. Exactement. Et puis, je trouve intéressant aussi l'idée que la fille, Marcella, veut se marier et pas seulement Avec des ploucs parvenus, disons-le. oui, disons-le, mais ils sont riches, ils ont du fric, comme on dit en Et qu'ils ont français. commencé à avoir le fric pendant qu'ils collaboraient avec les Ouais, Allemands au moment où Rome était occupée par exactement. les Et nazis. donc, ils faisaient aussi du marché Oui, noir. voilà. Ils ont ouvert un coin, un bar, une brasserie à Rome. Donc, ils ont pas mal d'argent. Et oui, c'est pas seulement ça, mais c'est le double but de laisser sa famille, donc laisser cette ambiance où les pères exercent cette violence envers sa femme, et pas seulement sa femme, parce que je crois que s'il bat sa femme, il va battre aussi les petits gamins quand ils font quelque chose de trompé. Et puis, il y a aussi cette idée de la sanction sociale par les biais du mariage. Mariage, oui. Une famille riche qui va se retrouver dénudée et appauvrie parce que leur café, ils gèrent un café, va être Disons, bombardé, enfin explosé par un acte, il y aura un accident, voilà, on peut un dire. accident, où le policier military police noir, afro-américain, eh bien, va jouer son rôle. Mais ça, c'est parce que dans le conte, il faut quand même aussi qu'il y ait ce qu'on appelle dans les analyses narratives un adjuvant, c'est-à-dire quelqu'un Ouais. qui vient aider cette femme qui est toute seule, confrontée à la violence et au poids du conformisme et de l'oppression. Parce que c'est vraiment la prolétaire du prolétaire. Le père est probablement un prolétaire, mais Bien sûr. c'est un prolétaire qui, tout en étant exploité, exploite sa femme, retourne dans le foyer familial, au fond, reproduit dans le foyer familial les injustices dont il est victime dans la vie quotidienne du travail. Ouais. Et ça, c'est très très bien montré. Et à un moment donné, la fille, qui est quand même assez ingrat, parce que c'est vraiment une mère martyre d'une certaine manière, le personnage incarné par Paola Cortellesi, puisqu'elle couvre les bourdes, les erreurs que peuvent faire les enfants, et notamment sa fille Marcella, toute prise à l'émotion des fiançailles, Ouais. avec d'ailleurs un jeune homme qui est très sympathique, mais qui tout de suite s'approprie comme un objet
sa fiancée et qui lui dicte le comportement qu'elle doit avoir. Oui. Et d'ailleurs, ça va obliger la mère à réagir de façon explosive, si je puis dire. Parce que dans les comportements du fiancé de Marcella, elle retrouve le premier indice de ce qui a porté puis les maris à devenir violents Ouais. avec elle. Et c'est intéressant parce que c'est aussi un peu, comment dire, un, un avertissement envers les femmes en disant, écoutez, il faut faire attention parce que ça commence pas avec les baffes, ça commence avec des petits signes, des petits exigences, des petites impositions. Un enchaînement d'exigences injustes. Exactement, comme les rouges à lèvres, comme les vêtements, comme le choix des chaussures, etc. Donc, par la Cortellesi nous dit c'est un procès, ce n'est pas une éclate, une révolution. Et on y arrive à la violence familiale pas à pas. Et ce que tu dis, c'est très important parce que sur le rouge à lèvres, parce que justement à la fin du film, on verra qu'il faut effacer ce rouge à lèvres pour pouvoir faire un acte partiellement, pas complètement, mais partiellement émancipateur pour coller un bulletin de vote. Ce qui est intéressant, c'est que la fille, Marcella, qui est dans une attitude de réprobation de sa mère, avec la cruauté juvénile, si vous voulez, des enfants qui ne sont pas conscients de tous les enjeux, elle reproche à sa mère de ne pas partir. Et la mère a une réponse qui est extraordinaire pour aller où? C'est-à-dire pour trouver un autre homme et revivre aussi le même enchaînement de logique patriarcale et de violence induite par cette logique patriarcale, ou au contraire, quelle est la solution? Ouais, c'est vrai. Et en fait, la solution qu'on verra après, c'est une solution collective. C'est-à-dire, à la fin, l'idée, c'est que les droits, oui, sont droits dont on bénéficie individuellement, mais on arrive à établir des droits grâce à une action collective. Voilà. Et donc, parce que nous sommes justement en juin 1946, en juin 1946, il y a des élections pour savoir si l'Italie va rester dans le cadre d'une royauté ou va adopter un régime, va voter pour une assemblée constituante pour constituer une république, et que pour la première fois dans l'histoire de l'Italie, je rappelle quand c'était en 1918 que les femmes ont eu le droit de vote au Royaume-Uni, en Angleterre, que c'est dans les années 1895-97 qu'elles ont eu le droit de vote en Nouvelle-Zélande, que c'est en 1944 qu'elles ont officiellement eu le droit de vote en France, avec la victoire de la résistance, et c'était dans le programme du CNR que le général de Gaulle a appliqué, et c'est en 1934 qu'elles ont eu le droit de vote aussi en Turquie, il faut le dire au passage, voilà. Des réformes laïques d'Atatürk, et que là, eh bien, je te laisse parler, c'est important comme rendez-vous. C'est 1946, c'est à la fin le 2 juin, c'est notre fête nationale, parce que c'était la proclamation de la République après le référendum dont l'Italie, qui a eu lieu sur 2 jours. Qui a eu lieu sur 2 jours. Sur 2 jours, bien évidemment. Le 2 et le 3 juin. Et dont l'Italie a choisi d'être une république. Et donc de prendre une route qui abandonnait cette idée peut-être un peu ancienne et patriarcale de la monarchie, du royauté. Voilà. Et qu'il y a eu 25 millions d'électrices et d'électeurs, dont, dit le film, dans le générique de fin, à peu près 13 millions d'électrices pour la première fois. Oui, et on est arrivé à des pourcentages de 89% de femmes qui avaient le droit de voter, ils se sont rendus voter
pour les 3 juin 1946. Et que le vote des femmes, pardon, c'est nécessaire, indispensable, même si ce n'est pas suffisant, parce que ce n'est que le premier pas d'un processus qui est toujours en cours d'achèvement aujourd'hui. Bien évidemment. Mais en fait, on retombe sur notre discours d'auparavant, dont on disait que l'action pour les droits est une action collective. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas seulement que les droits des femmes, il faut que ce soit les femmes qui les défendent, mais il faut que la société en général, des gens qui ont finalement abandonné l'idée du patriarcisme Oui. et qui défend une idée de vraie égalité entre les Et que c'est sexes. ensemble, Ouais, et que c'est ensemble solidarité. qu'on affirme Voilà. et défend Voilà. les droits, Alors, aussi les droits des femmes. ce qui est très beau, moi je trouve, c'est la fin du film où le personnage de Paolo, incarné par Paola Cortellesi, euh, découvre son mari, qui la cherche partout, voilà, et il dit, enfin lui, il est sur le point d'avancer vers elle, et elle essaye de reculer, puis après elle dit non, je recule pas, et elle tient tête. Donc elle est décidée à affronter. C'est pas seulement ça, mais j'ai vu dans cette scène qui est à la fin presque la scène finale du film, c'est aussi l'effet qu'elle est entourée par des gens. Solidaire, des femmes. Oui, pas seulement des femmes, il y a Et aussi des des hommes. Ah oui, hommes c'est vrai, dans le c'est oui. vrai, C'est c'est ça l'intéressant et l'important de ce que nous dit, je crois, Paola Ouais. Cortellesi. C'est pas seulement, elle n'est pas seulement entourée des femmes, c'est-à-dire elle nous dit, c'est pas seulement une question qui intéresse les femmes, mais c'est une question qui intéresse les droits des femmes, c'est une question qui intéresse tout le monde. Et donc il y a aussi des hommes qui sont sensibles à l'idée de droit, qui quand même sont contre la violence et les patriarcalismes, qui font de sillons, comme ils sont des sillons pour défendre le personnage de Paola Cortellesi. Donc elle se trouve entourée de ces gens, et ça, selon comme je l'ai vu, selon comme je le regardais en regardant le film, c'est la société qui défend les droits de Paola Cortellesi d'être soi-même sans être violée, disons, par la violence de son mari. Et le film montre aussi, ça c'est la réalisatrice, puisqu'elle est co-scénariste du film, montre que la solution n'est pas dans le fait de fuir un mari violent pour trouver un autre homme qui risque d'être aussi patriarcal et macho que son, un peu moins peut-être, mais tout autant, et que la solution est dans une solution collective et politique, Ouais. en participant à un vote. Ouais. Alors écoute, je crois que là on a bien parlé de ce film. Peut-être juste si tu peux m'expliquer, enfin je fais comme si je n'avais pas compris, mais le sens véritable du titre du film. Il reste encore demain. Bon, je peux le dire, mais ainsi qui va regarder notre dialogue, s'il n'a pas vu le film, Oui. s'il n'a pas Tu vu le le dis film, tout en le disant sans le dire, voilà, si tu veux bien. il y a encore demain, c'est-à-dire, on peut dire que ce qu'il pense la Cortellesi quand elle croit que tout est perdu, elle dit il y a encore un espoir pour atteindre notre but, atteindre ce qu'on veut faire vraiment et pour nous sauver. Et que la solution n'est pas dans le fait d'aller se jeter dans les bras d'un homme qui était son amour de jeunesse. Non, mais je dirais, sans dire ça, c'est parce que, oui, je dirais, il y a cet espoir, donc, comme tu disais, c'est pas une solution individuelle, mais une solution collective. Oui. Voilà. Mais, pour ne pas. Allez voir le film, et je dirais même, allez revoir le film pour ceux qui l'ont déjà vu. Ouais. Pour celles et ceux qui l'ont déjà vu une première fois. C'est un film qui se laisse regarder, c'est beaucoup de tendresse, de poésie,
sous les formes d'un conte, il faut bien le voir, parce qu'on pourrait dire qu'elle est complaisante vis-à-vis de la violence quand elle montre le mari et la femme qui se bat, enfin, qui est la femme qui est battue par le mari, comme si c'était une danse nuptiale, Ouais, mais c'est la danse macabre, si vous voulez, de la violence conjugale, voilà. ouais. Mais sans faire dans le propos victimaire facile. Mhm. Je te laisse le mot de la fin et je te remercie beaucoup pour cette conversation, cette analyse en duo que tu as bien voulu consentir pour Cinéma sans frontières. Alors, d'abord, merci à toi pour C'est l'invitation. C'est toujours un plaisir Merci. bavarder avec toi de cinéma et de films. Et le dernier mot, c'est vraiment, c'est un récit très beau, très intéressant. Je crois que c'est un film exceptionnel aussi pour la légèreté de la main de Cortellesi, qui, comme tu dis, ne s'arrête pas sur les petits détails euh, sanglants ou violents, donc elle ne s'adresse pas, disons, au sentiment de curiosité guignolesque Oui, de la violence, mais réussit, selon moi, faire un discours très intéressant, pas seulement sur une société qui en rappelle, mais qui est passée, c'est celle de 1946, mais sur une société qui est encore là, qui a ses racines qui sont là, et soit dans sa part belle et bonne, c'est-à-dire la part des droits, donc à la sortie de la guerre, on commence à parler des droits et affirmer des droits, mais aussi pour sa part méchante, c'est-à-dire euh, cette idée de société qui regarde l'arrière et qui est dominée par la violence et la surfaction. Voilà ce que je peux dire de ce film et j'invite ce qui va voir notre dialogue d'aller voir absolument les films parce que ça vaut vraiment la peine. Et merci encore pour l'invitation. merci à toi et un tout dernier mot de la fin. Et je t'invite, j'espère que tu seras d'accord, pour qu'on fasse encore une analyse en duo de l'enlèvement, puisque ensemble nous animons une initiative des rencontres cinématographiques d'Alsace qui se déroule au Cinéma Vox à Strasbourg et qui s'appelle Trésor du cinéma italien. Et le prochain rendez-vous, c'est avec justement l'enlèvement, un très beau film de Marco 11 avril. Donc tu es d'accord? Oui, Voilà. d'accord. Au revoir.